Monsieur le ministre Fall, j'étais en train de vous donner lecture du procès verbal d'audition des parties civiles de M. Jean-Marie Doré. Procès verbal en date du 4 avril 2011. Je lisais ceci. Vers 11 h, les chefs religieux sont venus et m'ont dit que comme le stade est plein, dites à vos amis de rompre le rassemblement pour qu'ils disent au président qu'il n'y a plus de raison d'envoyer la troupe. J'ai donc quitté chez moi en compagnie de M. Talibé Diallo, ancien ministre des Télécommunications, et Youssouf Youla, en direction du stade. Quand nous sommes arrivés à la terrasse, devant la mosquée de l'Andrea, à côté des bureaux de la SEG, face à l'impossibilité de continuer en voiture, je suis descendu et aussitôt, la foule qui était là m'a pris en l'air pour m'envoyer au stade où nous sommes arrivés environ 20 minutes après à cause de la densité de la foule. Là aussi, il a été impossible d'accéder à la tribune. C'est pourquoi, toujours poussés par la foule, nous sommes ressortis du stade sans que je ne puisse rencontrer mes amis des forces vives. Hors du stade, j'ai voulu emprunter la porte d'accès au-dessous de la tribune, mais celle-ci était verrouillée. Entre 11h30, midi ou midi un quart, nous avons vu arriver les bérets rouges qui tiraient à l'horizontale et accédant au stade. De ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilavogui Marcel. Celui-ci m'a abordé en ces termes. C'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. J'ai alors compris qu'il s'agissait des éléments de l'UNMO. Tout de suite, ils ont commencé à nous frapper. Monsieur Talibé et moi, après nous avoir délestés de nos portefeuilles, de nos téléphones portables et de ma veste. Ils m'ont fait mettre à genoux et M. Talibé a été conduit dans une autre direction. Un des soldats a dit à Marcel Guilavogui, je lui lose 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. Le soldat dit, et s'il fuit, Marcel lui répond, s'il le fait, coupe-lui les arrêts. N'ayant pas de couteau pour le faire, il s'est servi d'une barre de fer pour me frapper les tendons du pied gauche. Voilà. Et comme vous le voyez, j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette lecture. Est-ce que à présent, vous êtes d'accord avec moi, vous convenez avec moi que ces déclarations de M. Jean-Marie prouvent à suffisance qu'il était à l'extérieur du stade, proprement dit, et vous autres leaders, vous étiez à l'intérieur, au niveau de la tribune, au moment où Marcel rentrait avec un groupe de bérets rouges. Allumez le micro, s'il vous plaît. Le petit. Aidez-le. Comme je le disais, nous étions à l'intérieur du stade lorsque nous avons vu Jean-Marie faire son entrée. Et au moment où il faisait son entrée, c'est en ce moment qu'on a entendu les crépitements, les tirs, de fusils. Et à partir de cet instant, moi, j'ai perdu Jean-Marie de vue. Okay.
Alors, c'est maintenant que je comprends qu'il a été poussé vers l'extérieur, qu'ils l'ont pris pour aller le battre à l'extérieur. Et je crois que vous avez compris, et aussi à travers cette lecture, que M. Jean-Marie est quand même le leader ou l'un des leaders qui ont vu Marcel venir avec un groupe de bérets rouges qu'il dirigeait. Oui, selon ce qu'il vient de dire, je le crois, parce que Jean-Marie était bien placé pour savoir ceux qui sont arrivés, parce que lui, il était à la rentrée même du stade, il était là. Donc c'est lui qui les a vus directement, et il les connaissait d'ailleurs, parce que Jean-Marie était très familier du camp Al-Fayha, il connaissait tout le monde. Et comme vous le voyez, Jean-Marie est très clair. Jusque-là, vous qui étiez à l'intérieur, vous avez vu Toumba entrer et au stade au même moment que quelques bérets rouges. Là, vous avez eu l'impression qu'il était avec Toumba. N'est-ce pas? C'est cette fausse impression que vous avez eue dans un premier temps. Oui. Très bien. Et il a fallu du temps. Il a fallu que M. Toumba vienne vous demander de le suivre et qu'il vous prenne en charge et qu'il vous dirige vers son véhicule, qu'il vous prenne de là-bas pour vous conduire à la clinique Ambroise Paré, là où il a été menacé au même titre que vous par Marcel, qui voulait faire exploser la clinique, et qu'il vous prenne à nouveau pour vous diriger vers la gendarmerie où vous avez eu le salut. N'est-ce pas? C'est en ce moment que vous avez eu l'assurance que M. Toumba était venu pour vous sauver et non pour vous faire du mal. J'ai expliqué ce matin que quand on regarde le modus operandi des activités de Toumba au stade, nous pouvons affirmer que c'était une opération de sauvetage qu'il a menée et que tout au long de cette journée, il nous l'a démontré jusqu'au moment où il nous a mis à la disposition de la gendarmerie où nous avons été à l'abri. Voilà. Durant toutes ces péripéties et toute la protection qu'il vous a offerte pour vous soustraire à vos assaillants, alors, et qui ne lui obéissait pas, vous vous êtes rendu compte que Toumba ne dirigeait pas ses têtes fêlées? De la manière dont les autres se comportaient avec lui, oui, il était évident que ces gens-là n'étaient pas venus avec les mêmes intentions. Très bien. Et êtes-vous d'accord avec moi à la lecture de ce procès verbal que, comme vous l'avez dit ici, que M. Marcel a été clairement identifié, pas que par vous, par tous ceux qui étaient avec vous. Je vais parler de Mokhtar Diallo, je vais parler de Sidia Touré et Jean-Marie aussi. Il a été clairement identifié. Ce n'est pas vous seulement qui l'avez identifié, oui ou non? Marcel a opéré à visage découvert. Très bien. Il est certain que Marcel était bien là et tous nos collègues, tous ceux qui étaient avec nous ce jour-là, l'ont reconnu et tous disent la même chose sur la présence de Marcel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Très bien. N'est-ce pas, les déclarations de M. Jean-Marie prouvent à suffisance que M. Marcel a fait preuve d'agressivité très excessive ces jours-là. Mais Jean-Marie nous a fait le récit le soir, quand nous étions à la clinique Pasteur. Il nous a fait le récit de ce qui lui était arrivé et il a nommément cité Marcel plusieurs fois. Nous étions à la clinique dans la soirée. Très bien. Et est-ce que vous confirmez, parce que M. Jean-Marie Doré le dit, que c'est Marcel qui a voulu faire exploser la clinique, qui détenait une grenade. M. Sidia Touré le dit, M. Mokhtar Diallo le dit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues des forces vives que c'est lui qui a voulu faire exploser et qui détenait une arme, une grenade, c'était bien Marcel et non Toumba? C'est bien Marcel qui a sorti une grenade. C'est bien lui. C'est bien Marcel. Très bien. Alors, il y a une question qui vous a été posée ici. Vous me permettrez de revenir sur cette question. Alors, on vous a demandé que lorsque vous êtes
parce qu'on ne veut pas entendre que vous avez été sauvé par Toumba. On vous a dit, ben, Toumba vous a sauvé, mais n'est-ce pas, c'est Toumba qui vous a déposé au niveau de la gendarmerie. Mais avant que Toumba ne vous dépose au niveau de la gendarmerie, êtes-vous d'accord qu'il a fallu que M. Toumba Diakité bataille avec Marcel pour vous soustraire, parce que Marcel voulait vous amener au camp, pour qu'il vous mette à la gendarmerie. En vous déposant à la gendarmerie, M. Toumba vous a mis en sécurité ou bien il vous a exposé? Bien sûr qu'il nous a mis en sécurité. Je pense que Toumba a réalisé que c'est le seul endroit où il pouvait nous mettre pour qu'on soit en sécurité. Et s'il voulait, il pouvait nous amener à Al-Faya, il ne l'a pas fait. Mais je crois qu'en arrivant à la gendarmerie, et d'ailleurs les faits l'ont prouvé, il nous a mis à l'abri. Voilà. Et si on vous disait en ce moment, au moment où vous étiez confronté à l'agressivité de M. Marcel, et si on vous demandait en ce moment de faire un choix entre la clinique Ambroise Paré, qui était pris d'assaut par M. Marcel, et la gendarmerie, qu'est-ce que vous aurez choisi? Où M. Toumba a dû trouver en ces lieux, a pu assurer votre sécurité en ces lieux? Mais vous savez, il est évident que si on nous avait accueillis à la clinique, on aurait été pris en charge. Et certainement qu'on serait à l'abri aussi. Mais en nous déposant à la gendarmerie, les faits ont prouvé que nous étions encore mieux là-bas. Okay. Et il y a une autre question qui vous a été posée. On vous a dit, bon, est-ce que M. Aboubakar Toumba, ce n'est pas en dernier lieu qu'il a pris la décision de vous venir au secours, de vous sauver, et que en agissant ainsi, il aurait fait preuve de repentir actif. Vous savez, vous êtes un juriste. Quand on parle de repentir, ça suppose que l'agent pénal s'est déjà rendu coupable d'infraction. Vous savez que relativement aux infractions reprochées à M. Aboubakar Diakité dit Toumba, je vous ai posé des questions ici relativement à chacune de ces infractions. Alors, vous avez dit que vous n'avez jamais vu M. Toumba se rendre coupable d'une seule de ces infractions. Est-ce que, dans ces conditions, on peut dire que M. Aboubakar Diakité dit Toumba, qui vous a sauvé ce jour-là, alors aurait agi en termes de repentir actif? Non, pour ce qui concerne Toumba, je ne peux pas penser à une question de repentir parce qu'il n'a posé aucun acte que nous puissions considérer comme un acte de violence ou d'agression à notre égard. De l'instant où il nous a appelés et de le suivre là-haut, à la tribune, jusque sur la pelouse, là, on n'était plus sous son contrôle parce que les autres continuaient à nous assaillir. Mais une fois sur la pelouse, il a pris la décision de nous exfiltrer et il l'a fait. Très bien. Monsieur Fall, alors avec toutes ces réponses, je voudrais vous poser une question. Alors, est-ce que Toumba qui a agi tel qu'il a fait, croyez-vous à lui lorsqu'il dit qu'il était venu au stade pour sauver les leaders? Lorsque le petit matin du 28 septembre, il a vu le président Dadis dans tous ses états en train de dire ils vont le regretter, il faut les mater. Lorsque ce jour-là, il a vu le président Dadis donner des instructions à Marcel et autres, Georges, à l'effet de se rendre au stade pour mater. Et vous-même, vous avez dit ici, vous avez été tellement malmené que vous avez dit ici que vraiment vous avez été maté. Alors, est-ce que vous croyez maintenant à M. Aboubakar Diakité dit Toumba lorsqu'il dit qu'il était venu au stade pour vous sauver? Vous croyez à cela? Le modus operandi l'indique. Tout ce qu'il a fait ce jour-là, c'était une opération de sauvetage. Je le crois sincèrement. Et mes collègues, souvent, on le disait depuis le 28 septembre, et nous l'avons dit même à la clinique, que sans Toumba ce jour-là, certainement qu'il nous aurait tués. Et c'est Toumba qui nous a sauvés. C'est une opération de sauvetage qu'il a menée et il nous a sauvés. Très bien. Je vais vous poser une question. C'est une curiosité personnelle, mais peut-être elle pourrait être celle du tribunal, mais pourquoi pas des autres parties. Alors, je veux savoir, tout le monde se méfie de la justice. Même il y a certaines victimes qui se méfient.
vous personnellement, vous venez dans ce procès. Vous dites que vous ne réclamez rien. Alors, je veux connaître vos motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé à comparaître devant ce tribunal? Puisque vous ne demandez rien. Une victime qui comparaît et qui ne demande rien. Quelles sont les motivations de votre comparution? Mes motivations sont fondées sur le fait que, étant un des leaders des forces vives, nous étions les organisateurs de ce meeting. Nous avons été témoins de ce qui arrivait à nos militants et à nos militantes. En aucune manière, je n'aurais accepté de garder le silence face à un tel désastre. Je considère comme un devoir, comme je l'ai dit le premier jour, c'est un devoir pour moi d'être ici par solidarité vis-à-vis des victimes pour faire comprendre au tribunal ce que j'ai vu et surtout parler de ces victimes. Je suis venu pour cela, beaucoup plus pour cela que pour moi-même. Je sais que nous avons été molestés, nous avons été blessés, je pouvais apparaître à cause de ça uniquement. Mais au-delà de ce que j'ai enduré moi-même, je suis ici par solidarité et par devoir vis-à-vis de toutes les victimes de ce jour-là. Je crois qu'en tant que responsable politique, en tant que leader politique de cette époque, il était de mon devoir de venir ici et de dire au tribunal ce que j'ai vu et ce que je ressens et ce que je sais de l'après-28 septembre. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Je ne suis pas venu pour réclamer une quelconque compensation, comme je l'ai dit. C'est l'ultime raison, rien d'autre. Ok, merci. Peut-être une redondance. Alors, pensez-vous que les honorables magistrats qui sont dans ces procès et qui ont en charge cette affaire, pensez-vous que ces magistrats seront à même de dire le droit tel que vous y attendez? Depuis le 28 septembre 2022, je suis le déroulement de ce procès. J'ai découvert au cours des 6 derniers mois une nouvelle génération de magistrats, une génération porteuse d'espoir. Je les ai suivis patiemment au cours des 6 derniers mois et je me trouve aujourd'hui devant ce tribunal. Comme je l'ai dit ce matin, je fais pleinement confiance à cette nouvelle génération. Cette génération est en train de réécrire l'histoire, une histoire nouvelle dans les annales judiciaires de notre pays. Parce que vous devez savoir que ce tribunal est un tribunal qui officie, mais qui est suivi par le monde entier. Et que le monde entier attend les décisions qui sortiront de ce procès. Je n'ai aucun doute quant à la capacité de ce tribunal de faire justice. Je suis très encouragé de voir que mon pays a une nouvelle génération de magistrats qui, par leur jeunesse, par leur expérience, par leur façon de faire, m'encouragent sérieusement. J'ai bon espoir que ce sera ainsi, parce que pour moi, la justice, c'est le pilier de notre société. Je n'ai aucun doute. Merci. J'ai toute confiance en eux. Ok, bon, vous avez déclaré ici, et c'était en réponse à l'une des questions posées par la défense de M. Dadis. Je ne sais pas si, parce qu'on vous a parlé au bout de la réponse que vous voulez donner. Alors, vous avez eu à dire que vous n'avez pas personnellement d'avocat, alors que depuis quelque temps, alors on vous voit avec des avocats des partis civils qui se déploient, qui vous défendent. Alors, je voudrais bien comprendre, est-ce que ces éminents confrères qui sont à vos côtés, qui vous assistent, alors qui sont là, sont-ils vos avocats ou pas? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Il est évident que c'était un lapsus linguique. C'était un lapsus linguique. Parce que la question qui m'a été posée, c'était que Maître Yomba était mon avocat. C'est en réaction à cette affirmation que j'ai dû commettre peut-être ce lapsus linguique. Depuis le début de ce procès, je coopère très étroitement avec les avocats de la partie civile, et notamment avec Maître DS, que j'ai contacté, avec qui j'ai échangé plusieurs fois, et avec les autres. Et j'admire la manière avec laquelle les avocats de la partie civile s'acquittent de leurs devoirs. Ils sont en train de faire un travail admirable, un travail louable. Très bien. Se mettre au service des victimes de cette tragédie est une tâche noble
ils sont du bon côté et je les encourage. Je les félicite pour le travail qu'ils sont en train de faire et je les encourage à maintenir ce cap-là jusqu'à la fin de ce procès parce que vous êtes en train de faire un travail noble, un travail véritablement noble et je suis très content de la manière dont vous vous comportez depuis le début de ce. Vous êtes naturellement du bon côté. Voilà. Et franchement, la tâche que vous faites, c'est encore facilité parce que vous faites le travail du bon côté. Vous êtes du côté du droit, vous êtes du côté de la justice, vous êtes du côté de la vérité. Et vous le faites bien. Et je vous appuie. Oui. Merci pour ces hommages parce que j'ai vu certains avocats de Dadis se moquer de ces éminents confrères. Je ne pouvais pas l'admettre sans vous en poser la question. C'était un lapsus et je le regrette. Très bien. J'ai continué ce matin, on a parlé des complots. On a parlé des complots et vous êtes aperçu que la théorie des complots revient, mais cette théorie, elle évolue. Au départ, les comploteurs qui étaient nommément désignés ici, c'était Alpha Condé, Sekouba Konaté et Toumba. Mais maintenant, alors cette liste s'allonge et vous êtes cités sur la liste de ces comploteurs. Alors, avec cette évolution, n'est-ce pas la preuve que c'est une théorie qui est fébrile, qui est fragile, qui est en construction, qui n'est même pas encore construite et qui aura du mal à se tenir. Vous savez, certaines pratiques dans un pays peuvent avoir la peau dure. L'histoire de complot dans l'histoire de notre pays, elle est là. Et cette histoire de complotite a marqué les Guinéens tout au long de notre histoire. Et très facilement, on parle de complot. On parle et on accuse tout le monde. Je m'amuse avec mon chauffeur actuellement. Depuis qu'on a dit que je suis un comploteur, je lui ai dit, mais prépare-toi, hein, c'est comme l'histoire de 5e colonne. Si on m'arrête, toi aussi tu viendras, tu seras un des comploteurs aussi, puisque c'est toi qui es avec moi tous les jours. C'est une histoire qui ne tient pas la route. Je ne crois pas au complot, franchement. Et peut-être c'est le langue de défense qu'ils ont choisi, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait eu complot. Peut-être qu'on veut noyer le poisson. Très bien. Mais nous étions dans notre droit, et un droit souverain. Voilà. Et puis, est-ce qu'on vous a sorti un élément matériel ici qui est de nature à établir que M. Fall aurait participé à un quelconque complot en dehors des allégations? Mais quand on me l'a dit, ça m'a amusé d'ailleurs, ça m'a vraiment amusé. Parce qu'au départ, c'était M. Alpha Condé et Toumba et qui encore. Et puis, peut-être on parle de moi aussi. Si un autre vient encore, lui sera un membre du complot, ça va aller comme ça. Et je crois que c'est tentaculaire, ce complot. Bon, enfin. Mais ça m'amuse. Oui. Et puis, faisant allusion aux dispositions de l'ancien code pénal guinéen, alors, on a eu à parler de la responsabilité des organisateurs de la manifestation du 28 septembre. Et le confrère, il a insisté et il dit que, conformément à ces dispositions, vous seriez responsable des événements du 28 septembre. Moi, ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous, en tant que victime de ces manifestations, est-ce que vous comparaissez ici parce que vous êtes poursuivi pour des faits d'organisation de ces événements? Ou bien vous comparaissez en tant que victime de ces événements? Je comparais devant ce tribunal en tant que victime. Alors, et leurs clients comparaissent ici en tant que qui? Accusés d'être les présumés auteurs de ces faits, oui ou non? Ils sont là comme présumés auteurs des crimes qui ont été commis. Alors, lorsque on veut inverser la responsabilité dans ces procès pénals, est-ce que cela a un sens, à votre avis, en tant que juriste? Je ne pense pas que ce tribunal que j'ai devant moi puisse tomber dans ce jeu. C'est un jeu malsain pour renverser et prendre les auteurs pour les victimes.
je ne suis pas certain que cela puisse arriver. Bref, il s'agit, n'est-ce pas, une question hors sujet qui n'intéresse nullement ces procès. Bon, la justice va apprécier tout ce qui a été dit ici. Ils apprécieront souverainement. Okay. Et vous êtes un grand juriste. Vous savez que tous les éléments produits au dossier ici, qu'il s'agisse du rapport de la commission d'enquête nationale, qu'il s'agisse du rapport de la commission d'enquête internationale et les procès-verbaux versés au dossier, alors valent à titre de simple renseignement que ce sont des éléments qui sont versés au dossier, qui sont débattus ici, et que ces magistrats, alors au moment venu, vont se prononcer sur la base de ces procès-verbaux, contradictoirement discutés ici, pour se faire une conviction et qu'ils ne sont pas liés par aucun rapport. Je n'ai pas la prétention de dire à les magistrats confirmer ce qu'ils devraient faire. Moi, je suis juriste, mais je n'ai pas exercé dans la magistrature. J'ai confiance en ce tribunal. Ce tribunal utilisera tous les matériaux à leur disposition pour se faire leur propre conviction. Je n'en doute pas. Ok. Est-ce que vous savez que le président Dadis a donné des instructions, je vous ai donné lecture des déclarations qui sont faites ici par monsieur Jean-Marie Doré. Je vous ai donné également lecture d'un certain nombre de déclarations et j'ai fait ressortir celle du général Ibrahima Baldé qui alors dit clairement que ceux qui étaient déployés ces jours-là, c'était les escadrons mobiles et que les forces spéciales ou les services spéciaux de Kébouro n'en faisaient pas partie. Mais est-ce que vous savez qu'en dépit de tout ça, puisque les services spéciaux de Kébouro relevaient de la présidence, qu'en dépit de tout ça, le président Dadis a donné des instructions à Kébouro et ses éléments à l'effet d'ici retrouver et de venir assurer un prétendu maintien d'ordre. Vous le savez? Oh, je l'ai appris au cours de ce procès. Je ne savais pas ça, voilà. Mais je les ai vus quand même sur le théâtre des opérations. Voilà. Et pour confirmer cela, vous avez le procès verbal de déposition des témoins de M. Moussa Keita du 11 mars 2015, où il dit ceci: hier, le président m'a dit qu'il a envoyé Kébouro pour le maintien d'ordre. Voilà. Donc, c'est formel, c'est sous instruction du président Dadis que M. Kébouro et ses éléments se sont retrouvés là-bas et vous savez quelle a été la suite. Est-ce que vous savez également que Pivi dit la même chose? Pivi soutient la même chose dans son procès verbal dressé sur commission rogatoire. Alors, lui aussi, hier, il dit: c'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Kébouro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Comprenez-vous à présent que les services spéciaux de Kébouro se sont rendus au stade en exécution des instructions du président Dadis? J'ai vu le colonel Kébouro et ses hommes le 28 septembre. Les informations à partir des procès-verbaux que vous avez donnés, je pense que le tribunal les exploitera. Mais moi, en tout cas, j'ai vu Kébouro. Je n'ai pas vu Pivi le 28 septembre, je ne l'ai pas vu au stade. Mais Kébouro, je l'ai vu avec des hommes, avec des gendarmes qui étaient avec lui. Et à plusieurs étapes de la journée. Mais les autres informations, les procès-verbaux des autres, le tribunal appréciera. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais m'arrêter là. Je sais que depuis quelque temps, vous êtes là. Et merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé.
pouvez-vous nous dire avec certitude que si il y a eu la manifestation du 28 septembre 2009, que cela résultait de la volonté de Dadis à se présenter, oui ou non? Nous avons tout fait pour éviter cela, qu'on en arrive à cette situation, mais c'est un processus qui a été constaté, malheureusement, qui nous a amené à l'organisation de cette manifestation pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales, pas du côté du CNDD. Voilà. Est-ce que cette volonté ne s'était pas matérialisée par la présence du président Watt, qui a eu à dire qu'il allait rendre compte à la CEDEAO de ce qu'il a vu en termes de popularité à l'égard du président Dadis? Bon, sa responsabilité à ce niveau-là, elle est relative, mais ce qu'il a dit nous a donné l'idée de montrer que la réelle légitimité n'était pas du côté du CNDD, mais du côté du peuple de Guinée. Est-ce que si le président Dadis, au moment où vous aviez projeté cette manifestation, s'il était revenu à de meilleurs sentiments, en faisant une simple déclaration pour dire qu'il renonçait à sa candidature et qu'il revenait à son engagement initial, selon lequel et lui et aucun membre du CNDD ne serait candidat, est-ce que ces événements malheureux, nous les aurons connus? On aurait obtenu gain de cause et à partir de ce moment-là, c'est un autre processus qui allait recommencer. Très bien. Alors, ça veut dire, en d'autres termes, que ces événements, alors, étaient la réplique, la réponse en ce qui concerne l'éventualité d'une candidature du président Dadis. La manifestation aurait pu se dérouler s'il n'y avait pas eu cette tragédie. Peut-être que le processus politique aurait pu continuer sa route autrement, mais ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 a occasionné un changement fondamental du tournant politique dans notre pays. Très bien. Et je crois que bien avant le 28 septembre, il y a eu des réunions qui ont rassemblé des leaders politiques, dont entre autres François Lucien Fall, Cellou Dalein Diallo, Mokhtar Diallo, Sidya Touré et vous-même. Je vais parler aussi de M. Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie. Alors, et au cours de ces réunions, et comment êtes-vous parvenu à retenir la date du 28 septembre en dehors de toute autre date? Pourquoi la date du 28 septembre? Comme je vous l'ai dit, l'idée d'organiser un référendum pour commémorer le référendum du 28 septembre 1958, et nous avons pensé que c'était la meilleure façon d'illustrer la légitimité qui était du côté des populations et des forces vives nationales. Okay. Et donc, je dois dire, contrairement parfois à ce que j'entends par-ci par-là, le choix de la date, c'est moi qui l'ai proposé. Ah, c'est vous qui avez proposé la date du 28 septembre? Oui, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et ici, on nous a fait comprendre que c'est M. Alpha Condé qui aurait proposé cette date. Bon, ok. Bon, on continue, puisque vous venez de prendre, d'apporter un démenti à cela. Alors, avant, la veille de la manifestation, il y a M. Sidya qui avait été appelé la nuit par le président Dadis. Est-ce que vous avez été appelé aussi? Pas du tout. Est-ce que vous avez eu vent de la conversation surchauffée entre M. Sidya Touré et M. Dadis, à l'occasion d'ailleurs de laquelle il a menacé sérieusement celui-ci? Son procès, deuxième procès verbal d'audition en fait foi.
Comme l'entretien, d'après M. Touré, a eu lieu le lundi 28 septembre à 2 h du matin, il nous a relaté, dans le cadre d'une conversation informelle, cela chez le doyen Jean-Marie Doré. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le président Dadis voulait à tout prix empêcher la tenue de cette manifestation. Bon, je pense que peut-être, mais M. Touré était membre des Forces vives, mais il n'était pas dans le cadre du comité d'organisation de la manifestation. Et comme je vous l'ai dit, toutes les décisions importantes, sinon essentielles, se prenaient en Assemblée générale des Forces vives pour éviter de rééditer les va-et-vient qui auraient pu être possibles si un petit nombre pouvait se retrouver en catimini pour changer de décision. Ne vous a-t-il pas rendu compte de son entretien téléphonique? Non, c'est lorsqu'on s'est retrouvé chez le doyen Jean-Marie qu'il a fait part de l'entretien qu'il a eu la nuit. Est-ce que là, vous n'avez pas compris que sa volonté était d'empêcher la tenue de la manifestation projetée? Ce qui prévalait, c'était de dire qu'il faut reporter. Ce n'était pas de ne pas faire, mais reporter la manifestation, alors que déjà la foule était en train de se masser. Et lorsque vous êtes venu, après votre départ du domicile de M. Jean-Marie Doré, lorsque vous êtes venu, vous avez vu M. Colonel Tcheboro et son dispositif. Est-ce qu'on ne vous a pas dit de rebroucher chemin? C'était toujours reporter votre réunion, votre manifestation à une autre date, alors que nous étions déjà regroupés. Voilà. N'est-ce pas là l'expression d'une volonté tendant à empêcher le meeting qui était en vue? Bon, ils auraient pu procéder autrement, mais de par ce biais-là, c'était déjà trop tard. Et vous avez eu à faire des déclarations, et contrairement aux autres qui m'ont précédé. Alors, je ne vois pas de contradiction, parce que vous avez dit que M. Diakité est arrivé. C'était après que les tirs étaient déjà en cours. Voilà. Ce n'est pas à son arrivée que les tirs ont retenti, oui ou non? Oui. Très bien. Donc, il a trouvé que des tirs étaient en cours. Il a trouvé que des explosions de grenades retentissaient aussi. C'est en ce moment qu'il est arrivé. Alors, et vous avez dit qu'il a conduit les leaders et il vous a laissé sur la pelouse avec M. Dalin. Vous avez dit ça dans votre prévu. Est-ce qu'en venant dire ici, en venant déclarer ici que M. Diakité a eu à vous instruire de le suivre, de regrouper et de prendre en charge des leaders qu'il a sauvés, existe-t-il une contradiction entre vos déclarations antérieurement faites et celles que vous avez faites aujourd'hui? Pas du tout. Voilà, c'est ça. On veut créer de la confusion. Je continue. Alors, confirmez-vous que M. Aboubakar Diakité dit tout bas était venu, il n'était pas porteur d'armes? Je ne peux pas être affirmatif puisque je n'ai pas eu la possibilité de le regarder de haut en bas, voilà, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas du tout. Donc, vous, personnellement, vous ne pouvez pas affirmer qu'il portait une arme? C'est clair, je ne pouvais pas. Très bien. Je ne peux pas l'affirmer. Vous confirmez aussi que M. Aboubakar Diakité Ditoumba a eu à vous regrouper, a eu à protéger des leaders et il les a exfiltrés. Vous le confirmez? C'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai compris par la suite. Très bien. Mais dans les circonstances du moment, au moment où eux ils partaient, on avait
j'étais préoccupé par la situation de M. Dalin qui était par terre et comment on allait faire maintenant pour nous tirer d'affaire. Est-ce que, personnellement, avez-vous vu M. Diakité en train de tirer sur un manifestant? Je n'ai pas vu cela. L'avez-vous vu en train de blesser un manifestant? Je n'ai pas vu cela. L'avez-vous, vous, en train de piller qui que ce soit? Non, pas du tout. L'avez-vous vu en train de violer? Non. L'avez-vous vu en train de donner des instructions allant dans le sens de tuer, de voler, de violer et de piller? Non, je suis pas. Je ne peux pas le dire. Ok, merci bien, merci, merci. Je voudrais savoir, lorsque vous êtes arrivé au niveau de la clinique Ambroise Paré, vous avez dit que 2 militaires étaient intervenus là-bas et menaçaient de faire exploser la clinique au cas où les leaders qui étaient avec vous seraient admis, auraient reçu des soins. Êtes-vous en même de nous dire qui était exactement ces 2 militaires? Nous étions 2, Ella Selou et moi-même. Il n'y avait personne d'autre à ce moment-là. Et les militaires qui menaçaient là, vous pouvez les identifier? Je ne peux pas les identifier formellement. Oui. Il y a une silhouette que j'ai décrite comme étant un monsieur avec un t-shirt noir, bien arrêté, qui était le donneur d'ordre. Et à côté de lui, un autre qui avait une tenue kaki, mais qui était bardé de ceinture avec des balles et des grenades comme des perles et qui était à ses côtés. Ce sont dans tous les cas, vous êtes formel que les 2 qui menaçaient de faire exploser, parmi ces 2, il n'y avait pas Toumba. Bien entendu, il n'était pas là. Parce que M. Kiboro avait dit ici que M. Abaka Diakité dit Toumba serait venu avec ses hommes pour faire exploser. C'est pourquoi je pose cette question. Très bien. On continue. Vous, personnellement, vous avez été sauvé avec qui d'autre par M. Kiboro? Bon, on était 3, Ablaye, 3, et c'est son nom. Ella Selou et moi-même. Ok. Et M. Jean-Marie, feu Jean-Marie, paix à son âme, n'était pas avec vous? Non, eux, ils étaient déjà partis dans le convoi que M. Toumba Diakité a amené avec lui. Merci pour la précision, parce que sur ces passages, M. Kiboro avait entretenu de la confusion. Voilà. Et il y a eu des leaders qui ont été indemnisés, qui ont reçu des sommes d'argent. Est-ce que vous faites partie de ces leaders? Je ne fais pas partie de cela, mais bon, c'est a posteriori que j'ai appris qu'il y avait un fonds qui a été versé pour apporter de l'aide aux victimes à travers les structures, la structure du parti. Donc, c'est cela. Okay. Donc vous, personnellement, n'ayant pas reçu quoi que ce soit en termes d'indemnisation, qu'est-ce que vous demandez devant cette juridiction à titre de dommages et intérêts? Ce que je demande, que notre pays tire les leçons de tout cela pour avancer. Mais je ne peux pas me permettre de demander des dommages et intérêts lorsqu'on fait son devoir vis-à-vis de son pays. Donc vous, c'est le franc symbolique. Vous voulez juste que la vérité soit rétablie et qu'il soit mis fin à l'impunité. Personnellement, peut-être que je suis dans une posture privilégiée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres victimes qui ont été complètement détruites et leur vie a pris un cours extrêmement pénible. Bon,
cela sera dans les compétences et le tribunal pourra apprécier ce qu'il faudra faire à ce moment. Merci. Moi, je ne vais pas vous retenir longtemps. Ce qui m'intéressait, c'est que vous avez pu apporter de la lumière à ces débats. Et je vais terminer par une dernière question. Alors, c'est celle concernant l'attitude du président Dadis. On a vu le président Dadis sortir à la télé, s'ériger en avocat défenseur de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et qui étaient là en train de pointer un doigt accusateur sur les leaders politiques. Alors vous, en tant que victime, quelle est l'impression, quel est le sentiment alors qu'une telle attitude a pu susciter en vous? Bon, je pense en âme et conscience qu'il a eu un grand courage de venir au niveau de ce tribunal pour exposer sa part de vérité. Et je crois que c'est un acte salutaire et très important. Et je sais également qu'il y a eu d'autres tragédies aussi importantes, plus massives et plus meurtrières que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, mais que les auteurs ou les responsables du moment ne sont pas devant une barre. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont devant la barre aujourd'hui doivent aller au-delà de leur personne et pour se projeter dans l'histoire de la Guinée qui se construit pour demain. C'est valable pour nous tous, accusés, partie civile. Ce n'est pas une revanche, c'est une volonté de faire en sorte que des situations de ce genre ne puissent pas se répéter dans ce pays pour n'importe quelle autre personne. Et c'est cela qui motive sincèrement la tenue de ce procès. Okay. Merci, je vous laisse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous êtes vraiment à féliciter parce que, en tant que leader, vous avez presque été ici tous les jours, sincèrement. Mes questions sont épuisées. Il y en a que nous allons poser. Il s'agit de votre interrogation, parce que ça m'a beaucoup touché quand même. Pourquoi le colonel Keboro, colonel de son État, tout puissant, donneur d'ordre, soit neutralisé, rendu amorphe par ces sujets? Je crois que ça vous a préoccupé. Bien entendu, vu les circonstances, son rôle et son importance, et qu'il y ait des gens qui ouvertement désobéissent et vont à l'encontre de ce qu'il voulait faire, c'était dans les circonstances du moment assez... c'était préoccupant. Et vous poursuivez même que les gens huaient sur lui, le grondaient. Bon, il était formel, hein. Si les médecins s'occupent de nous et si on ne sort pas immédiatement de la clinique, ils vont jeter des grenades à l'intérieur. Et donc, il était de l'intérêt de tous, de nous, des personnes qui étaient les malades, le corps médical, d'évacuer. Et ce que le colonel Keboro a fait. On va s'efforcer à répondre à cette interrogation par la forme interrogative, parce que le président n'aime pas les détails. Vous savez, vous avez appris par la presse, par le défilé ici à la barre de Jean, par les témoignages, qu'il a été un personnage central dans ce massacre-là, n'est-ce pas? Qui? Keboro. Quand je vois que notre manifestation du mois d'août
c'est lui qui avait encadré la manifestation jusqu'à notre arrivée au siège. Je ne me suis pas étonné de le revoir au niveau des abords du stade du 28 septembre pour officier dans les mêmes circonstances. Ouais. Est-ce que ce n'est pas contradictoire c'est les bons offices qu'il vous a accordés pour l'acheminement du leader? Il n'y a pas de contradiction avec son attitude au stade? Tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu de sa part, dans les circonstances que j'ai moi-même vécues, une attitude qui aurait pu être considérée comme étant une attitude suspecte ou qui n'est pas en conformité. La seule chose que j'ai regrettée, lorsque la femme était entourée par des militaires qui essayaient de tirer son pagne et puis de la dénuder, bon, à mon avis, j'aurais dû à ce monde-là d'arrêter. Vous semblez encenser Kegboro parce que vous vous contentez de votre salut à vous et celui de M. Cellou Dalein, c'est ça? Pas du tout. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, nous ne pouvons qu'exprimer cela. Ce que nous n'avons pas vu, certainement d'autres témoins ou d'autres victimes peuvent l'attester. Mais en âme et conscience, je ne peux pas me permettre de dépeindre quelqu'un alors que je n'ai aucun élément objectif qui peut m'amener à le dépeindre d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas en conformité avec ce que j'ai moi-même vu et vécu. Vous avez été sauvés, vous, mais ceux-là que vous avez fait venir au stade, beaucoup ne sont pas retournés. Ça, Or, on vous a dépeint l'homme dans sa prise de position, dans l'acheminement des gendarmes, des gens de Kaléa, des gens de Gono, des occultistes de la forêt. Vous savez tout ça de lui désormais. Vous avez son portrait robot. Il vous a sauvé, mais les vôtres ont péri. Est-ce que vous continuez? Vous avez la même mention sur lui? C'est la raison pour laquelle je ne suis pas juge et je suis partie civile. Non, je pense vos sentiments maintenant en tant qu'humain, en tant que leader. Nos raisons de plus, on ne peut pas se placer à la place de la justice et du tribunal pour juger quiconque parmi les accusés. C'est les faits, tout ce qui a été collecté, qui peuvent amener le tribunal à penser comme tel. Mon sentiment personnel, dans ce cadre, n'a aucune importance. Très bien. Votre contact, le trio, Cellou Dalein, Baouri, Kegboro. Mais avant, est-ce que vous pensez que ceux-là qui sont venus du camp Alpha Yaya étaient venus pour secourir, pour sauver ou pour mater? On ne peut juger que les faits. Et que le colonel, le commandant Toumani est venu du camp Alpha Yaya. Ma question, les troupes qui sont entrées au stade étaient venues dans quel but, dans quelle intention? Qui furent vos adversaires là-bas? De qui fuyez-vous? De ceux qui ont agressé la foule. C'était qui? Il y avait un peu de tout. Un peu de tout. C'est ça. Le coordinateur, l'un des coordinateurs sur les lieux, c'est bien M. Kegboro qui vous a dit comment il vous a quadrillé. Il dit qu'il a bloqué la route Le Prince, c'est-à-dire à partir du stade de cela, et sur l'autoroute, il a bâillonné les lieux,
se dit que pas d'issue, pas de secours. Bon, Personne ne devait échapper. Ça ne vous dit rien? non, je ne dis pas que ça ne me dit rien, mais je n'ai pas toutes les informations que vous avez. Voilà. Donc c'est l'homme que vous sanctifiez là. Vous avez dit ici qu'il y en a qui ont fait pire, mais qui ne sont pas devant cette barre. C'est important, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez en citer? Je préfère ne pas citer. Ceux qui étaient les responsables des forces vives se connaissent et les archives des forces vives peuvent attester qui était responsable, qui ne l'était pas. Et donc, chacun d'entre nous peut agir en âme et conscience à titre individuel. Vous êtes une victime, vous êtes même un représentant de victime, parce que, hein, est-ce que ce n'est pas le moment à saisir? Vous voulez que le tribunal s'en charge? De se saisir de quoi? Est-ce que pensez-vous que le colonel Keburo avait l'intention de sauver M. Cellou Dalein Diallo? Est-ce que ce n'est pas, je vais coordonner quelques des petites légères questions. Est-ce que ce n'est pas parce que vous, présent, témoin gênant, il ne pouvait qu'accorder qu'un secours involontaire? Il l'a fait. On ne peut juger que les faits. Il aurait pu détourner le regard et faire comme si il ne m'a pas aperçu et nous abandonner à notre triste sort. C'était tout à fait possible. Mais qui vous a dit qu'il ne l'a pas vu par terre? C'est sur interpellation qu'il est venu. Non, je l'ai vu s'approcher et il m'a reconnu et il s'est approché. Et il nous a pris en charge. Il aurait pu ne pas le faire. Et il n'y aurait pas eu de témoin. Arrêtons-nous là un peu. La prise en charge. Quand vous a pris, où vous étiez parti, où vous a conduit? À la clinique Ambroise Paré. Et il vous a introduit là? Bien sûr. À l'intérieur de la clinique? Bien sûr, on était Ok, déjà mais est-ce que vous saviez que vous étiez en cortège? Je n'ai pas vu un cortège parce que, comme je l'ai dit ce matin, lorsqu'on est arrivé au niveau de l'entrée de l'université, on a rencontré le cortège de toute la hiérarchie policière du pays. Il s'est arrêté, ils ont échangé pendant 2 à 3 minutes et on a continué vers la clinique Pasteur et le cortège s'est ébranlé vers le stade. Peut-être que vous ne le savez pas, il y avait un cortège dirigé par Keburo. Et quand la voiture a garé, non. Marcel est descendu, puis Keburo. Les deux personnages dont vous faites état, ce sont les deux là qui avaient la grenade. Non, 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 non. Pour être explicite. Parce que Toumba viendra. Attendez. Le commandant Toumba Diakité et tous les autres étaient partis bien avant nous. Nous étions derrière. Et donc, lorsque le colonel Thieboro, sur sa Jeep qu'il conduisait lui-même, il n'y avait rien d'autre derrière lui. On n'était que 5 personnes. Un élément qui était proche du service de sécurité de M. Sidia Touré, le colonel Thieboro, Ablaye Troa, M. Cellou Dalein et moi-même. Et c'est dans sa petite Jeep qu'il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré et il n'était pas suivi par qui que ce soit d'autre. Donc voilà comment les choses sont passées jusqu'au moment où il nous a amenés à la clinique, au dispensaire du camp Samori Touré. Ok. Que Dieu vous prête longue vie et que Toumba revienne à la barre. Il vous donnera les détails parce que avec les tourments qu'il y avait, peut-être que beaucoup de souvenirs vous ont quitté ou que vous n'avez pas remarqué ce jour. Beaucoup de choses. Non, il y a certains aspects, je suis formel là-dessus. Très bien.
Non, nous louons sincèrement votre loyauté, Merci votre beaucoup. courage, votre sens de l'humain. Ça, il faut le louer, sincèrement. Merci. Merci. Question idiote déjà posée parce que ça nous tenait tellement, on revendiquait ce butin-là. Jean-Marie Doré, c'est Toumba qui l'a sauvé. Oui. Merci beaucoup.